Quand ce beau gosse arrive accidentellement à l'école pour chercher son chien, toutes les filles deviennent instantanément folles de lui. Elles ne peuvent s'empêcher d'admirer à quel point il est mignon. La plus belle fille de l'école s'avance immédiatement pour lui demander son identifiant Insta ou son numéro de téléphone, tout ce qu'il est prêt à partager. Mais notre gars n'a absolument aucune idée de ce qu'est un identifiant Insta. Il dit qu'il n'a rien de tout ça. C'est la première fois qu'elle se fait rejeter, et elle devient furieuse, pensant qu'il fait juste l'inaccessible. Pourtant, notre gars s'en fiche complètement. Il prend juste son chien et essaie de partir. C'est à ce moment-là que la brute en chef de l'école le voit entouré de filles et se remplit de rage. Pourquoi ce perdant inconnu attire-t-il autant l'attention tout d'un coup? Alors, il attrape un ballon de foot et tire de toutes ses forces. Le ballon vole droit dans le visage de notre garçon. Il l'encaisse comme un champion sans même esquiver. Ignorant le sang qui coule de son nez, une seule chose le met en colère. Le voyou a failli blesser son chien, et maintenant il doit s'excuser. Mais la brute se contente de rire en réponse. Il invite notre garçon à avoir une conversation privée là où les filles ne peuvent pas les voir. Dès qu'il passe le coin, la brute lui donne lâchement un coup de pied dans le dos. Et là, toute une bande de brutes attend. Ils sont prêts à l'accueillir comme il se doit avec leurs poings. Mais d'abord, la brute principale l'avertit de ne même pas oser s'approcher à nouveau de la plus belle fille de l'école. Notre gars se retourne simplement pour partir, les ignorant complètement. Quelques gars s'interposent instantanément pour lui bloquer le chemin et commettent une grave erreur en effrayant son chien. L'un d'eux essaie d'attraper le chien, mais reçoit un seul coup de poing qui le met KO. Les autres brutes sont choqués qu'il ait mis ce gars KO en un coup, alors ils font la chose la plus stupide possible et l'attaquent tous en même temps. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que notre garçon a un cœur d'immortalité, et il est bien trop fort et rapide pour eux. Il n'est donc pas surprenant que quelques-uns de ses mouvements suffisent à les envoyer voler. La brute en chef manque de se faire dessus et se retrouve acculée contre la clôture. Notre gars porte un coup final dévastateur, mais s'arrête à la dernière seconde, fissurant plutôt le mur au-dessus de sa tête. Toutes les brutes sont terrifiées et s'enfuient aussi vite que possible loin d'un monstre comme lui. Alors pourquoi notre garçon est-il si fort? Et pourquoi aime-t-il autant les chiens, tout comme John Wick? Tout a commencé il y a quelque temps. Deux voyous de rue Seine sont pris à lui, essayant de le maîtriser, mais il a foncé vers le tableau de distribution à haute tension et a arraché un tas de fils profondément enracinés. Le courant massif traversant ces câbles a atteint notre garçon, l'électrocutant à mort ainsi que les voyous qui le retenaient. L'électricité les a tous les trois carbonisés, mais seul notre garçon a survécu pour voir un autre jour. Même si l'explosion a dépouillé tout son corps de sa chair, il a quand même réussi à revenir à la vie. Le garçon a littéralement ressuscité d'entre les morts. Eh bien, on ne l'appelait pas le garçon de la résurrection pour rien. Vous voyez, dans ce monde particulier, quelques humains possèdent des cœurs spéciaux. C'est une mutation rare qui ne touche qu'une poignée de personnes. Ces cœurs mutés permettent à leurs détenteurs d'utiliser des capacités extraordinaires qui défient totalement le bon sens. Naturellement, ceux qui possèdent ces capacités ont été surnommés les mutants cardiaques. Pour certains, un cœur muté était quelque chose à convoiter, une bénédiction de Dieu accordée seulement à quelques privilégiés. Mais pour notre garçon, cette même bénédiction est devenue une malédiction lorsqu'on lui a conféré le cœur de la résurrection. Chaque fois qu'il meurt, son cœur le ramène à la vie et commence lentement à régénérer son corps. Pendant une décennie entière, ils l'ont confiné dans un laboratoire, le soumettant à une torture inimaginable. Ils l'ont forcé à ingérer des poisons mortels et lui ont systématiquement coupé les membres. Pourtant, quelle que soit l'atrocité, le cœur unique du garçon forçait son corps à ressusciter. Un jour fatidique, il a finalement réussi à s'échapper. Cependant, la décennie d'agonie incessante avait laissé des traces. Il errait maintenant dans le monde, ressemblant à un cadavre vivant. À cause de son apparence, il se réfugie dans une décharge locale et commence à chercher de la nourriture comestible pour aider à reconstituer son corps. Il trouve un morceau de pain moisi qui semble encore quelque peu comestible, alors il commence à le dévorer. Il peut paraître terrifiant à l'extérieur, mais il est incroyablement bienveillant à l'intérieur. Apercevant un chiot affamé qui mendie une bouchée, il décide de partager son repas plutôt que de tout garder pour lui. Grâce à cette gentillesse, il a bientôt toute une meute d'admirateurs à quatre pattes qui l'entourent. Tout à coup, il entend une agitation. Regardant à distance de sécurité, il trouve quelques voyous en train de harceler une lycéenne. Ces salauds ne préparent rien de bon, faisant de leur mieux pour la coincer. La pauvre fille essaie de les raisonner, plaidant qu'elle n'est qu'une étudiante mineure. Mais ses disciples dégénérés des Epstein s'en moquent. Tout ce qu'ils veulent, c'est leur prochaine victime. Vous vous demandez peut-être ce que diable une écolière fait dans un site désert. Eh bien, il s'avère qu'elle transporte de la nourriture pour chiens. Cet indice suffit à notre garçon pour réaliser qu'elle est juste là pour nourrir les chiens errants. Avant que les choses ne prennent une tournure plus sombre, notre garçon décide enfin d'intervenir. Cachant son visage hideux sous un mouchoir, il avertit les voyous de laisser la dame tranquille. Cependant, il est assez évident que ces voyous ne vont pas se laisser effrayer par un clochard vivant comme un rat d'égout. Ils vont même jusqu'à passer leurs bras autour de notre garçon, se blottissant contre lui d'un air moqueur. Mais c'est une énorme erreur. Ils sont sur le point d'assister à quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, même dans leurs rêves les plus fous, un véritable zombie chauve avec à peine de la chair qui les regarde droit dans l'âme. L'un d'eux crie même comme une fillette effrayée, son visage suant littéralement à grosses gouttes.
Notre garçon se met en position de combat, balance son bras osseux et menace les salauds de déguerpir. Les jambes flageolantes, les pervers trébuchent en courant pour sauver leur peau, laissant derrière eux la demoiselle en détresse. Cependant, en regardant cet homme sans chair, elle se sent encore plus en détresse. Ses craintes ne font qu'augmenter lorsque ce sac d'eau effrayant se jette sur elle, pour finalement passer juste à côté d'elle. En réalité, le garçon ne s'intéresse qu'à la nourriture pour chien qu'elle a fait tomber par terre. Il commence à la dévorer comme si sa survie en dépendait, ce qui, honnêtement, est le cas. Le mec ne se contente pas de manger la nourriture. Il l'inhale littéralement. Pourtant, il n'oublie pas ses bonnes manières. Il s'excuse d'avoir effrayé la fille sans méfiance et demande poliment s'il peut garder les croquettes. En entendant ce sac d'eau crépitant parler, la fille s'enfuit comme une balle, son esprit clignotant des alertes rouges face à ce truc à la Frankenstein. Eh bien, notre garçon s'y attendait, et honnêtement, cela joue en sa faveur. Maintenant, il n'a besoin de la permission de personne pour finir le reste de la nourriture. À notre surprise, la fille a plus de cran que cette bande de pervers n'en aura jamais. Elle est toujours là, regardant à distance de sécurité et le voyant manger. Analyse de la situation, elle en déduit que pour un humain, respirer encore avec un corps dévasté à ce point est scientifiquement impossible. Par conséquent, il n'est pas difficile de déduire qu'il est un mutant cardiaque. Elle sait déjà que les mutants cardiaques peuvent posséder toutes sortes de capacités farfelues. Réalisant qu'il vient de la sauver, elle se sent redevable et retourne vers lui. En guise de bonne volonté, elle lui offre prudemment un sandwich Subway, supposant qu'il est affamé. Naturellement, le garçon est perplexe. Cette tournure des événements est totalement inattendue. Alors qu'il tend la main pour le prendre, elle s'excuse de s'être enfuie après avoir eu peur de son apparence. D'un autre côté, on ne peut pas la blâmer. C'est une réaction très naturelle pour n'importe quel humain. En regardant le repas offert, le garçon réalise que c'est la toute première fois qu'il reçoit de la nourriture de quelqu'un d'autre. Il est ravi et commence immédiatement à manger. Il n'a jamais mangé de Subway avant. Il ne connaît que les emballages qu'il trouve dans les poubelles. Cette première bouchée lui donne littéralement l'impression d'être au paradis. Il n'arrive pas à croire qu'une nourriture aussi divine existe dans ce monde. Ça fait une éternité qu'il n'a pas mangé quelque chose avec des ingrédients aussi frais. Non seulement c'est une bombe physiquement, mais elle est aussi belle à l'intérieur. Ses nerfs se calment enfin, lui donnant le courage de lui demander son nom. Le garçon se présente, il s'appelle Gio. Elle le salue chaleureusement et lui donne son nom aussi, Sonny J. Pour faire avancer la conversation, elle lui demande pourquoi il mène une vie si difficile dehors. Gio révèle qu'il est poursuivi par des gens qui veulent faire des expériences sur lui. Il s'avère qu'il existe un laboratoire louche dont le seul but est de capturer des mutants cardiaques et de leur faire subir des tests immondes. C'est exactement pour ça que Gio préfère vivre dans une décharge plutôt que d'être un rat de laboratoire. Yeji est visiblement tendue après avoir digéré la dure réalité de sa situation. Elle n'a entendu que des rumeurs aux infos et ne réalisait pas que c'était vraiment vrai. Gio insiste, jurant que chaque mot est vrai. Il a été coincé dans ce laboratoire pendant toute une décennie, soumis à la torture et à toutes sortes d'expériences morbides. Ils l'ont littéralement forcé à ingérer du poison ou le lui ont injecté directement dans les veines. Rien que l'idée de ce pauvre garçon endurant 10 ans de torture donne la nausée à Yeji. Parce que Gio possède le cœur de la résurrection, peu importe la misère qu'on lui inflige, son corps se régénère toujours, refusant de le laisser mourir. Cependant, ces expériences constantes lui donnent en permanence l'apparence d'un cadavre vivant. Ressentant une profonde pitié pour sa situation, la fille décide de l'emmener avec elle. Elle lui attrape la main et commence à le traîner, mais son bras se détache complètement de son corps. En voyant le membre détaché dans sa main, Yeji est terrifié, pensant qu'elle vient de lui arracher le bras. Le garçon reprend nonchalamment la main et la remboîte comme une pièce de Lego, l'assurant que ce n'est pas sa faute. Il est assez courant que ses membres tombent de temps en temps. Quelque temps plus tard, on voit Gio porter un sweat à capuche ample sur sa frêle silhouette. Yeji lui a apporté des vêtements propres car ses vieux haillons lui donnent vraiment l'air d'un clochard. Elle l'assure que les vêtements n'ont rien de spécial, juste des trucs pas chers. Pourtant, pour quelqu'un qui n'a connu que la torture et la douleur, le tissu doux touchant sa peau de zombie est si incroyablement agréable que sang est presque euphorique. La question des vêtements étant réglée, elle sort sa trousse de maquillage et commence à relooker ce squelette. En regardant son visage fraîchement rénové, il n'est honnêtement pas si mal. Cependant, Yeji s'excuse si elle rate, admettant qu'elle n'a absolument aucune expérience pour maquiller des os nus. Notre garçon, cependant, est entièrement satisfait. En fait, il est incroyablement reconnaissant pour tout ce qu'elle fait pour lui. Soudain, l'alarme de son téléphone sonne, lui faisant réaliser qu'elle est en retard pour ses cours du soir. Pressée, elle lui dit au revoir et s'élance dans la direction opposée. Avant de partir, elle lui demande de s'occuper des chiens pour elle. Eh bien, on dirait que Gio est peut-être en train de tomber amoureux. Et comme elle lui confie les chiens, il espère désespérément qu'elle revienne demain. Voyez-vous, notre garçon n'a jamais eu le privilège de connaître la compassion qu'il mérite. À l'époque, ces scientifiques sans âme ne le voyaient que comme un simple sujet de test. Même après s'être échappé du labo, tous ceux qu'il rencontre ont peur et s'enfuient dans la direction opposée. Mais Yeji est différente. Au lieu de s'enfuir ou de le regarder avec mépris, elle est la seule à le traiter avec une gentillesse sincère. Il est aussi reconnaissant envers le petit chiot qu'il a gardé dans les parages assez longtemps pour la rencontrer.
Alors il décide de faire officiellement du chiot son compagnon et commence à chercher un nom approprié. Il finit par décider d'appeler le chien Patate. Cela étant réglé, il se noie à nouveau dans de douces pensées pour Yeji. Le goût délicieux et frais de ce sandwich Subway persiste dans sa bouche, et le confort de ses nouveaux vêtements ramène sans cesse son esprit à elle. Pour lui, elle n'est rien de moins qu'un ange descendu dans sa vie. Il est tellement excité qu'attendre le lendemain lui semble être une pure agonie. Cependant, le fil de ses douces pensées est immédiatement interrompu au moment où la réalité le frappe. En regardant son reflet dans une flaque d'eau, il réalise qu'il en demande beaucoup trop à ce stade. Il ne mérite rien de tout cela, et pire, il ne veut pas l'entraîner dans le danger. Avec cette lourde pensée pesant sur son esprit, il quitte la décharge, décidant de trouver un endroit où un monstre comme lui a vraiment sa place. Il marche toute la nuit jusqu'à ce que l'aube se lève à l'horizon. Gio se retrouve évanoui quelque part sous un pont. Un rat essayant de grignoter ses os le réveille. En regardant autour de lui, il réalise qu'il s'est effondré la nuit précédente. Il commence à fouiller dans ses poches et en sort une poignée de croquettes qu'il avait mises de côté hier. Il n'a peut-être pas le Subway, mais ça ne l'empêche pas de l'imaginer vivement en mâchant les croquettes rassis. Alors qu'il se convainc de force qu'il mange un sandwich de luxe, les croquettes commencent à en avoir un peu le goût. Surgit de nulle part, Patate déboule et lui arrache toutes les croquettes des mains, le laissant bouder de désespoir. Puis une autre prise de conscience le frappe. Il a laissé Patate et les autres chiots derrière lui. Alors que fait le chien ici? Quand il lève les yeux, tout devient clair. Non seulement Patate, mais toute la bande de chiots ainsi que sa gracieuse déesse Yeji sont arrivés pour le chercher. Quelque temps plus tard, tous les chiens reçoivent les friandises qu'ils méritent pendant que Yeji s'occupe à exprimer sa déception. Elle a passé toute la journée à courir partout pour essayer de le trouver. Le garçon lui rappelle les conséquences dangereuses de traîner avec lui. Eh bien, Yeji s'en fiche complètement. Elle est juste contente de l'avoir enfin trouvé, et Patate est tout aussi ravie de retrouver son ami. Elle a apporté une tonne de snacks différents à essayer et l'incite à se servir. Se disant que le Subway n'était pas suffisant, elle a préparé tout un buffet cette fois. Elle commence par lui faire découvrir les biscuits et le lait. Après avoir trempé les biscuits dans le lait, elle lui tend le récipient. Comme on pouvait s'y attendre, c'est la première fois que notre garçon voit une telle gourmandise. Une chose est sûre, ça a l'air incroyable. Sans plus attendre, il prend la première bouchée. Une énorme montée de dopamine submerge son système nerveux, et des larmes de pur bonheur coulent involontairement sur son visage osseux. Comme si cette surcharge sensorielle ne suffisait pas, Yeji décide de lui faire essayer un Pepsi. Soudain, les os de Gio commencent à se régénérer. Yeji est absolument fascinée de voir quelques centimètres d'eau frais sortir du moignon. Elle est curieuse de savoir combien de jours il lui faut généralement pour récupérer complètement. Gio révèle que cela prend en fait quelques années, au grand choc de la fille. Cependant, ce n'est le cas que s'il compte uniquement sur la nourriture ordinaire comme principale source de nutrition. Il existe un autre moyen de se régénérer beaucoup plus vite, mais il s'abstient de le lui dire car c'est honnêtement assez morbide. S'il absorbe une quantité massive de sang, il peut accélérer son facteur de guérison de manière exponentielle. Au lieu d'expliquer cela, il ment, prétendant que cette méthode alternative ne fonctionne que dans un environnement de laboratoire contrôlé. Désespéré de changer de sujet, il insiste pour recommencer à manger. Mais Yeji est curieuse et veut en savoir plus sur le laboratoire. Elle demande s'ils l'ont vraiment aidé à guérir là-bas. Eh bien, ils l'ont guéri, mais seulement parce qu'il avait besoin de lui vivant pour leurs expériences tordues. De plus, il le traque toujours activement, ce qui signifie qu'il est constamment en fuite. La fille comprend enfin pourquoi il s'est éclipsé sans le lui dire. Après tout, il ne veut pas qu'elle se retrouve mêlée à des gens si dangereux. Étant un peu naïve, elle suggère de signaler sa situation à la police, pensant sincèrement que cela pourrait le sauver. Le garçon la ramène rapidement à la dure réalité. S'il entre dans un commissariat en ressemblant à un cadavre ambulant, ils le catalogueront instantanément comme un monstre et l'abattront sur le champ. Ayaji, cependant, répond avec optimisme, révélant que sa grande sœur est en fait une policière. Pour améliorer encore la situation, sa sœur est elle-même une mutante du cœur. C'est une énorme surprise pour notre garçon, bien qu'il soit encore très hésitant à compter sur une aide extérieure. La fille insiste pour qu'il lui fasse confiance, l'assurant que sa sœur est du genre très bienveillant. Avant de rentrer chez eux, ils couvrent tous les deux les chiots d'amour et leur disent au revoir pour le moment. Alors qu'ils marchent ensemble, Gio réfléchit à sa sombre situation. Il est en fuite depuis 3 ans, et c'est la première fois que quelqu'un lui tend la main. Cela semble presque irréel, à tel point qu'il doute sérieusement de pouvoir un jour mener une vie sans souci, une vie normale où il n'aurait pas à fuir et à se cacher constamment. Ses doutes les plus sombres se matérialisent immédiatement lorsqu'une camionnette en excès de vitesse le renverse intentionnellement, le projetant violemment. Un salaud chauve sort du véhicule et appréhende agressivement la fille, pendant que ses sbires se précipitent pour capturer notre garçon. Une fois qu'ils parviennent à plaquer Gio contre un mur, le grand patron qui tire les ficelles sort enfin. Le patron est incroyablement suffisant, ayant enfin attrapé son rat de laboratoire en fuite. Pour tous les ennuis que le garçon a causés, le patron jure de le lui faire payer cher. Alors que leur camionnette file sur la route, ils attachent le pauvre Gio au pare-choc arrière avec une corde et le traînent à grande vitesse sur l'asphalte impitoyable. Bien qu'il se fasse écorcher vif comme une patate, le garçon est bien plus préoccupé par la fille.
C'est entièrement de sa faute si elle s'est retrouvée dans ce pétrin, il doit donc absolument faire quelque chose pour la sauver. Mais encore une fois, il est complètement impuissant face à ses adversaires écrasantes avec une capacité apparemment nulle comme la sienne. Perdant tout espoir, il supplie silencieusement quelqu'un, n'importe qui, d'intervenir. Ses prières sont bientôt exaucées par ses amis à fourrure. Toute la meute de chiots errants poursuit frénétiquement les camionnettes. Patate et les autres commencent à ronger la corde qui traîne notre garçon, parvenant finalement à couper la corde tenace. La camionnette s'arrête dans un crissement de pneus, et tous les voyous sortent pour maîtriser la situation. En voyant les petits cabots les entourer, les sbires ne se sentent pas le moins du monde menacés. Brandissant leurs armes, ils commencent à écraser sans pitié les pauvres chiots à gauche et à droite, laissant derrière eux un carnage sanglant. Voir ses petits amis se battre et mourir pour lui déclenche un désespoir brûlant chez Gio de les aider. Mais avec son corps complètement brisé et vaincu, il peut à peine ramper. Pendant ce temps, Patate se jette sur l'un des hommes, le mordant si violemment que le voyou se met à saigner. En voyant le liquide cramoisi toucher le trottoir, Gio réalise qu'il peut l'utiliser à son avantage. S'il parvient à absorber le sang que ce voyou vient de verser, le moins qu'il puisse faire est de se régénérer. Malheureusement, il semble qu'il manque de temps. Patate est horriblement mis hors de combat. En voyant le corps sans vie de son meilleur ami gisant sur le sol aux côtés du reste de la meute, quelque chose commence à changer en Gio. Il se souvient des 10 années épuisantes qu'il a passées dans ce laboratoire, se faisant torturer de toutes les manières imaginables. Et ce n'était pas un événement isolé. C'était sa routine quotidienne. Même lorsqu'il s'est enfin échappé de cet enfer, il n'a trouvé aucun réconfort dans le monde extérieur non plus. Il était traité comme un monstre, une peste ambulante que tout le monde évitait. Tout le monde l'évitait, à l'exception de ses petits amis à fourrure et de Yeji. Pour le bien des amis fidèles dont il a enfin réussi à s'entourer et pour la chance de vivre une vie humaine normale, son désir primitif de survie s'intensifie. Le sang versé commence à réagir à sa seule volonté, gravitant magnétiquement vers son corps brisé. Avec un vortex de sang tourbillonnant autour de lui, le garçon qui n'était autrefois qu'un pathétique tas d'eau se régénère complètement pour retrouver sa véritable forme humaine. Il ressemble enfin de nouveau à un être humain normal, tout comme quand il était enfant. Son corps s'est régénéré pour retrouver son apogée d'antan. Mais à quel prix? La perte dévastatrice de ses petits amis. N'oublions pas ces voyous qui maltraitent les animaux, actuellement immobiles et complètement stupéfaits après avoir assisté à ce miracle sanglant. L'un d'eux sort de son état de choc et lance un coup violent vers notre garçon, mais le guerrier absolu fraîchement ressuscité ne bronche même pas. Il envoie littéralement le salaud valser d'un coup de poing sans même le regarder. Non seulement il réussit son coup de poing, mais la force pure derrière le coup est si dévastatrice que le sbire est projeté dans les airs, s'écrasant violemment contre le flanc de la camionnette. Gio prend un moment pour pleurer son ami tombé au combat. Il prend Patate dans ses bras, promettant silencieusement de venger leur mort. Tournant son attention mortelle vers les salauds restants, il exige que ses sbires lui disent exactement où ils ont emmené la fille, sinon il a littéralement une expérience directe des techniques de torture les plus douloureuses connues de l'homme. La scène passe à un entrepôt abandonné où les voitures précédentes ont parqué leur dernier otage. Iji retire le sac de sa tête et exige une explication, mais avant même de pouvoir comprendre quoi que ce soit, elle regarde avec horreur la douzaine de voyous. Tout à coup, la peur s'installe, et elle commence à se demander où elle se trouve. L'entrepôt est rempli de cadavres humains abandonnés, massacrés et servant à des expériences. Un des hommes l'attrape par les cheveux, l'insultant d'être une gamine bruyante. Il se demande si elle est si grande gueule parce qu'elle a plusieurs vies en réserve, mais la bonne chose est qu'il ne se soucie que du type squelettique. Le type reproche à Yeji d'avoir aidé un de leurs sujets de test évadé. C'est pourquoi il l'avertit de ne pas se les mettre à dos, sinon elle finira 6 pieds sous terre. Après tout, dans cet entrepôt, les morts ne comptent pour rien, donc sa vie n'aurait aucune importance. Soudain, le patron reçoit un appel d'un de ses hommes, et il exige de connaître la situation de leur sujet de test. Le mec apprend toute l'histoire sur la façon dont les chiens ont sacrifié leur propre vie juste pour sauver le squelette à moitié mort et comment ce même squelette s'est régénéré en un corps complet. Le patron n'a aucune idée de ce que ces gars racontent à ce stade et essaie de demander des informations sur le chien. Pendant ce temps, Iji essaie lentement de déchiffrer le sens de ses réponses. Le verdict est clair lorsque le patron est informé de l'évasion du squelette. Il se met à hurler sur ses sous-fifres écervelés pour avoir foiré le seul boulot qu'il avait. Le mec fracasse le téléphone de frustration, menaçant de leur faire sauter la cervelle s'ils ne ramènent pas leur précieux sujet de test intact. Passant sa frustration sur la fille, il exige une réponse de Yeji, la forçant à parler. La colère de ce type rivalise avec celle de Gordon Ramsay quand il voit quelque chose de cru. Pendant qu'il divague, Yeji n'a aucune idée de ce dont ce type parle. Le patron pense qu'elle fait exprès l'idiote et décide de sortir son couteau, la menaçant de la poignarder si elle ne parle pas. L'écolière terrifiée tremble en réalisant qu'elle a fait une grosse erreur en mettant sa propre vie en danger. Elle pleure, pensant que c'est la fin du chemin pour elle. Au moment où le voyou s'apprête à la tuer, un de ses sbires est projeté dans l'entrepôt, attirant l'attention de tous. L'attention se concentre sur un seul homme. Pas d'armes. Juste les mains nues. Le patron ne comprend pas qui est ce gamin, pendant que notre protagoniste Emo prend sa pose d'émo cliché, probablement incapable de voir quoi que ce soit avec ses cheveux. Un des sbires essaie de le confronter, traitant le gamin de mendiant,
mais Géo ne peut tolérer ce manque de respect pour son style et attrape l'imbécile à la gorge. Avec sa seule poigne, le mec est capable d'écraser la gorge du type. Il est actuellement dans une frénésie sanguinaire, leur rappelant froidement que c'est à cause de ces enfoirés que Patate et les autres chiens sont morts. Les autres idiots décident de sauter sur notre garçon à la Jujutsu Kaisen. Le premier type réussit même à lui porter un bon coup, mais ça ne lui fait absolument aucun dégât. Gio riposte avec une contre-attaque puissante, anéantissant le visage de ce type d'un seul coup. Un autre type le prend à revers, l'attrapant par le col, permettant à son pote de commencer à donner des coups de coude à Gio au visage. Bien sûr, ces coups sont brutaux, mais le regard glacial de cet homme suffit pour savoir qui est en contrôle. Le mutant retourne le type, faisant preuve d'une force monstrueuse pendant que les autres le regardent, choqués. Gio s'adresse à ces insectes, sachant qu'ils ont tous été engagés par le centre de recherche Hermès. Le nom stupéfie Yeji, et elle réalise instantanément que ce gamin est en fait le même squelette maladroit. Le patron à la tête de con décide de l'attraper à nouveau par les cheveux, choqué par sa propre prise de conscience. Ils n'ont pas pu le retrouver pendant tout ce temps à cause de ses différences de régénération, mais maintenant qu'ils sont clairs sur son identité, Gio se fait littéralement tirer dessus. Le mec a sorti son Glock no Jutsu à l'américaine pour tuer le gamin immortel. Le patron fait signe à chacun de ses hommes de puiser dans leur esprit américain. Et avec cet esprit, ceux qui regardent doivent aussi éclater ce bouton j'aime. Les tirs fusent de toutes les directions, anéantissant le corps de Gio, s'abattant comme un feu de l'enfer. Leur but est de lui tirer dessus au point que sa régénération ne suffise plus et qu'il soit laissé pour mort. La pluie de tirs nourris ne s'arrête pas. En réalité, Gio subit un châtiment extrême à chaque blessure perforante. Il peut sentir sa propre chair se déchirer, ses os se rompre et se briser, ses poumons perforés, rendant difficile la simple respiration. Le voir se faire torturer et mutiler de la sorte fait fondre J en larmes, tandis qu'elle supplie ses hommes sans pitié d'arrêter. Notre garçon finit au sol, complètement vaincu par les tirs précédents, du sang s'écoulant de partout. Des parties de son corps ont carrément disparu à force de se faire tirer dessus. Mais même en perdant tout ce sang, Géo décide d'utiliser l'une de ses capacités pour manipuler le sang des cadavres et l'attirer à lui. Son cœur de mutant s'active en spirale, et les sbires du boss l'ont déjà remarqué aussi. La manipulation du sang de Géo lui apporte la technique de sort inversé pour guérir son corps. Ceux qui savent, savent. Le gars a une guérison infinie, alors le boss ordonne à ses idiots de recommencer à tirer avant qu'ils ne deviennent trop forts. Géo subit plusieurs tirs critiques à la tête, ressentant la même sensation douloureuse que d'habitude. Chaque fois qu'il est déchiqueté, son corps se rétablit encore et encore. Une boucle de douleur, mais à sa propre surprise, la douleur diminue à chaque fois. Ce n'est rien comparé aux 10 ans d'anéantissement et de torture qu'il a subi aux mains du laboratoire. Il a même été brûlé vif, écrasé par une presse hydraulique. Gio a subi toutes les expériences douloureuses imaginables. Ces expériences lui ont fait infiniment plus mal, alors il riposte avec un crochet du droit qui brise les os, arrachant le visage du premier type avec son coup de poing. Les balles ne l'affectent plus autant car il y est habitué. Avant que les autres idiots ne puissent réagir, Gio est déjà sur eux, les baladant comme Maki l'a fait en éliminant le clan Zenin. Après avoir envoyé un type s'écraser contre les barils, il en met un autre à terre puis 3 autres en même temps, fonçant à toute vitesse. Chaque fois qu'il se souvient du petit visage innocent de Potato, il devient John Wick et massacre tout le monde sur son passage. Ces chiens étaient comme des enfants pour lui, et ils sont morts en le protégeant. Le boss, maintenant terrifié pour sa propre vie, menace de tirer sur la fille si Gio s'approche, mais notre garçon fonce à une vitesse fulgurante et lui assène un violent coup de poing dans la bouche. Le coup est violent et pulvérise le chef contre un conteneur, le mettant KO. Le même boss est toujours en vie, mais pas pour longtemps car il commence à implorer sa pitié au seuil de la mort. La partie est terminée car Gio ne pardonnera pas la façon dont ces enfoirés ont pris son chien. Il fracasse le visage du type contre le sol, l'écrasant avec de plus en plus de coups. Ça devient un véritable bain de sang, notre garçon décochant des dizaines de coups de poing jusqu'à ce que le type se transforme en une pulpe enflée. Sa rage calmée, Gio s'arrête, le poing dégoulinant de sang alors que chaque membre de l'entrepôt a été abattu. Le combat est terminé, alors il s'approche de Yeji qui tremble de peur qu'il ne la blesse aussi. Étant l'ange qu'elle est, elle lui demande s'il va bien après avoir été si blessé, mais tout ce qu'il fait, c'est fondre dans ses bras, pleurant du réconfort de la savoir en vie. Le pauvre garçon en a bavé et ressent une immense culpabilité que les chiens aient sacrifié leur vie pour lui. Il était terrifié qu'elle ait pu connaître le même sort, et l'avoir en vie signifie tout pour lui. C'est une scène touchante où Yeji le réconforte avec une étreinte, affirmant que c'est elle qui devrait le remercier de lui avoir sauvé la vie. Quelque temps après tout ce bordel, des policiers sont venus arrêter les coupables et découvrir la situation des cadavres dans l'entrepôt. Leur verdict est qu'il y a eu une sorte de conflit organisationnel interne. Pendant qu'ils jacassent, Gio et sa belle espionnent la situation. La grande sœur de Yeji ne pense pas que ce soit une bonne idée qu'il s'implique, surtout s'il y a un mutant, et elle a même juré de gérer la situation seule. Pour l'instant, notre duo devait juste se concentrer sur son départ. La fille commence à devenir folle, mais Gio est à ses côtés. Ils ont ramené tous les corps de la bande de chiens. Reposez en paix, camarades tombés au combat, Baduk, Siro, Tatangu, Choco, Bayol et Maru. La lycéenne se blâme,
croyant que c'est à cause de son implication qu'ils ont été blessés. Elle n'a pas pu les aider ni s'occuper d'eux. Tout ce qu'elle a fait, c'est leur donner à manger. Sa petite contribution a dû représenter tout pour ces chiens, et ils ont sacrifié leur vie pour les sauver. Mais Gio arrive en se mordant le doigt, refusant que Yeji porte le chapeau, exprimant que c'est à cause du sang qu'il leur a pris qu'ils sont morts. Elle se tourne vers lui, confuse quant à ce qu'il s'apprête à faire, ce à quoi Gio explique que tout son truc, c'est de guérir en absorbant du sang. Donc si son sang est si spécial, il veut essayer de le partager avec les chiens pour les ramener eux aussi. La coupure sur son doigt commence à guérir, donc tout son sang est réabsorbé, ne laissant aucune chance à notre garçon d'aider les chiens. Il essaie de se mordre le doigt à nouveau, cette fois en le rongeant si fort que plus de sang jaillit. Iji ne supporte pas de le voir se torturer ainsi et supplie l'idiot d'arrêter car les chiens ne se sentiraient que plus mal. Malheureusement, le pauvre gars est à bout. Il est juste dévasté par le fait que les chiens pourraient lui en vouloir. En réalité, Iji souligne le contraire. Il l'aimait vraiment beaucoup. Ces mêmes chiens ne faisaient pas confiance aux humains ordinaires, mais ils avaient une grande affection pour le monstrueux sujet de test. Bien sûr, notre garçon ne le savait pas. Yeji explique que chacun de ces chiens avait été maltraité auparavant, détruisant ainsi leur confiance envers les humains. C'est juste une raison de plus pour être triste. Pourquoi est-ce que quelqu'un coupe des oignons? Joe n'avait aucune idée qu'il avait été maltraité et les traitait comme s'il avait toujours été doux, mais Yeji lui apprend que se faire du mal ne ferait qu'attrister les petits. Elle est même fière qu'il ait eu autant confiance en lui, prouvant qu'il se sentait familier avec sa condition. Un Joe triste accepte finalement son sort quand tout à coup, un mignon petit chiot se ferait un chemin vers le duo. C'est en fait l'enfant de Potato, et, oh mon Dieu, c'est la plus mignonne boule de poil du monde. La toute petite chose se sent attirée par Gio avant de le fixer avec curiosité et de remuer la queue. Au lieu de le détester comme Gio s'y attendait, le chiot montre en fait de l'attachement et de l'affection en lui léchant les mains. Ce mignon bébé finit par s'endormir juste à côté de Gio, réconforté, confirmant que les chiots l'aiment tous. Avec le petit endormi, Kieji se demande ce qu'il devrait bien faire maintenant. Ce n'est pas comme s'il pouvait laisser un chiot nouveau-né tout seul. Elle envisage de le ramener à la maison, mais le cas de Geo est toujours un problème car il est maltraité par une organisation qui le traque activement. Iji s'éloigne pour appeler immédiatement sa grande sœur, puis elle lui explique ce qu'ils ont fait. Notre garçon est complètement perdu sur ce qui se passe, mais dans la scène suivante, nous arrivons à notre prochaine destination. Notre garçon n'a jamais vu une pièce aussi luxueuse et immense auparavant. En fait, il pense toujours marcher sur des œufs et demande formellement s'il peut entrer. Iji lui rappelle que c'est le même idiot qui l'a protégé, donc c'est elle qui a une dette envers lui. Et puis il y a le fait que sa grande sœur veut rencontrer le mutant au cœur. En fait, la sœur de Keiji enquête sur une affaire liée à l'installation Hermès. La première fois que notre garçon se regarde dans le miroir, il hurle littéralement devant son propre reflet. Le gars n'arrive même pas à croire qu'il est devenu plus beau et qu'il a enfin un corps correct. Pendant tout ce temps, il avait l'impression de ne pas avoir complètement guéri. Depuis qu'il est petit garçon, son visage ne cesse jamais complètement régénéré, donc il n'en avait aucune idée. Même au laboratoire, la régénération était lente, et chaque fois qu'il se régénérait, c'était aussi le moment où on l'expérimentait. C'est la première fois qu'il voit sa véritable apparence, et plus Yeji l'écoute, plus elle réalise que l'histoire du gars est dingue. Mais plus que ça, autre chose la dérangeait ces derniers temps. Elle est curieuse de savoir comment elle devrait l'appeler maintenant qu'il cesse de régénérer et n'a plus l'air si vieux. En devinant son propre âge, Gio oublie depuis combien de temps ça fait. Le garçon est entré au laboratoire à 7 ans, et il a passé le test annuel 7 fois. Puis il a raté 3 saisons complètes, ce qui signifie qu'il a actuellement environ 17 ans, ce qui fait cracher sa boisson à Yeji. Elle n'arrive même pas à croire que le gars a le même âge qu'elle, et pendant tout ce temps, il n'a même pas dit un mot quand elle le traitait comme un aîné. Le chou de Joe rougit et exprime qu'il aimait juste être remarqué et ne s'en souciait pas du tout. En voyant ce côté de lui, elle le trouve vraiment adorable et lui demande de se tutoyer. C'est l'heure de dîner, alors elle lui demande d'aller se laver. Bientôt, le chiot se met à manger, et notre garçon aussi. Le repas est délicieux même s'il est simple. Yeji explique même qu'elle est une piètre cuisinière, mais elle est heureuse qu'il aime tout ce qu'elle sert. Gio est aux anges de pouvoir manger de la nourriture de qualité après des années d'esclavage, tandis que Yeji s'excuse au nom de sa sœur, qui apparemment ne peut pas rentrer aujourd'hui à cause du travail. Le dîner se termine, tous les plats sont finis. Elle lui demande de dormir sur le canapé pour la nuit. Gio ne le prend même pas comme une insulte et préfère dormir par terre, mais elle l'incite à utiliser une couverture et à faire ce qu'il veut. Yeji sort, insistant sur le fait qu'elle a des devoirs à finir dans sa chambre, donc il va devoir dormir le premier. Les lumières sont éteintes, laissant notre garçon seul alors qu'il observe son reflet sur une télévision moderne. Il trouve des fleurs partout dans la maison, contrairement à l'environnement froid du laboratoire, et puis il y a ce canapé extrêmement moelleux sur lequel il est assis. Le chiot dévore son repas avant de finir par vomir. Paniqué, notre garçon vient à sa rescousse alors que le bébé vomit. Il lâche un rat avant de reprendre son repas, à la grande confusion de notre garçon. Tout ça n'était qu'une grosse frayeur de la part de cette boule de poil qui ne sait probablement même pas qu'il existe. Gio est heureux que ce ne soit rien de grave et finit par s'endormir sur le canapé, trouvant un plaisir extrême dans sa texture douce. Pour rendre les choses encore plus douces, son petit chiot dort aussi avec lui.
À ce moment-là, Gio se demande comment il devrait nommer le petit. Parce que c'est l'enfant de patate, il propose plusieurs noms comme frites et décide finalement de l'appeler Beignet. Il regarde le petit bout de chou sombrer dans le sommeil, éprouvant un vrai bonheur et un grand plaisir. Aujourd'hui, il a eu un repas délicieux, un vrai bain, et enfin un sommeil plein d'amour. Je ne sais pas pour vous, mais ce personnage me rappelle un peu d'Angie. Mais malgré tout cela, Gio est conscient de la froide réalité que tout ce qui lui a été donné peut lui être retiré. Il se souvient des souvenirs horribles du laboratoire, comment tous les sujets de test tentaient de s'enfuir pendant que l'unité de l'installation se mobilisait pour les neutraliser. Une explosion soudaine a projeté les sujets en l'air, écrasant la plupart d'entre eux sous les débris. Cela les a mis dans une position où ils ne pouvaient pas s'échapper, tandis que le super soldat là-bas a sorti son énorme lance-flamme et leur a foncé dessus. À la surprise de l'unité, une fille a manifesté ses pouvoirs de glace pour protéger tout le monde, exhortant Gio à reprendre ses esprits. À ce moment-là, un gamin à qui on avait injecté les cellules de Hashirama Senju a activé une technique de style bois et a libéré notre garçon. La fille a dit à Gio de prendre sa main et l'a conduit vers la sortie. Il s'est senti guidé et a fini par s'échapper du dangereux laboratoire. Tout cela n'a servi à rien car ils ont été séparés à la fin. Et pendant qu'il goûte au confort, ses amis sont en danger. C'est la raison pour laquelle Gio ne veut pas que son passé se répète. Il refuse que cette paix soit tourmentée ou menacée. Quiconque se mettra sur son chemin connaîtra sa fin, peu importe qui il est. Le jour suivant, on retrouve notre garçon courant pour sa vie pour sauver ce stupide Beignet qui a soudainement disparu on ne sait où. Gio se la jouait gros dur, mais à l'instant où son chiot a disparu, il s'est transformé en pleurnichard. Revenons quelques instants en arrière. Yeji part à l'école et veut qu'il surveille la maison jusqu'à l'arrivée de sa grande sœur. Elle lui dit au revoir tandis qu'il se demande à quoi ressemble la vie à l'école. Beignet est anxieux et gratte la porte pour une raison quelconque. Ils se demandent tous les deux s'il est blessé ou s'il s'ennuie simplement. C'est là que notre garçon a eu l'excellente idée de sortir le chiot en promenade, mais Yeji pensait que c'était risqué de sa part. Le gars était tranquille avec son nouveau visage et n'avait rien à craindre, tandis que la fille était d'accord avec son raisonnement. Elle l'a pressé de prendre la laisse s'il comptait sortir le chiot et a même partagé le mot de passe de la maison pour un accès facile. Quelques instants plus tard, le gars se battait pour sa vie en essayant de maîtriser le chiot avec la laisse. La petite frite coquine se sentait contrainte et voulait l'enlever. Il était vraiment énervé, ce qui a fait se demander à Gio s'il l'avait serré trop fort. Le gars avait des souvenirs traumatisants du temps où il était lui-même attaché à une chaise électrique, électrocuté et brûlé sans fin. Mais c'est le moyen le plus sûr de s'assurer que la petite frite ne se mette pas à attaquer les jambes des gens. Pendant que cet homme essaie de se faire à ses actions, le gars réalise soudain que Beignet est déjà parti. La réalité vole en éclats car le petit chiot intelligent s'est déjà libéré et échappé. Et cela nous amène au moment présent où cet homme court pour sa vie, des larmes coulant de chaque orifice. Il se précipite dans les rues, cherchant une réponse dans chaque benne à ordures ou même sous terre. Malgré ses recherches, Gio ne trouve tout simplement pas de réponse, ne sachant même pas où chercher. Il est anxieux pour l'état du petit et a déjà des pensées terribles, l'imaginant pris dans un accident ou une autre situation horrible. La réaction du gars est tout à fait normale. Gio venait à peine de promettre de le protéger, et il a déjà perdu le chiot le lendemain. À ce moment-là, il réalise soudainement quelque chose. Il s'est retrouvé à l'école, et juste devant se trouve ce stupide petit chiot en train de se nettoyer. Se dépêchant, Gio réalise que le chiot a dû utiliser l'odeur de Yeji pour la retrouver. Mais pendant que ces deux-là ont leur petit moment, le prof de sport remarque le gamin courir à une vitesse intense. Gio s'enfiche complètement et envahit le terrain de l'école, là où se joue un match de football. Il se cache derrière un arbre, réfléchissant à la vie scolaire divertissante, surprenant même une conversation d'un groupe d'élèves parlant des mutants cardiaques. C'est déjà aux informations que l'installation est prête à payer la somme colossale d'1 milliard pour la récupération d'un mutant spécifique. Voir ces jeunes ne se soucier que de l'argent et traiter les mutants cardiaques comme des parias suffit à Gio pour comprendre le point de vue d'une personne normale. Il réalise qu'il est en danger près de ces jeunes et cherche Beignet, le localisant à l'arrière. Des filles qui se prennent pour des tiktokeuses font des tendances et agissent comme si elles étaient les reines de la planète. Soudain, le vrai boss, aussi connu sous le nom de la frite de 15 cm, entre en scène et vole leur attention. Elles sont en pamoison devant lui et prennent des photos pour se la péter avec le chiot quand soudain la silhouette sombre de notre garçon entre dans le champ, leur faisant une peur bleue. Les filles pensent qu'il est flippant, le traitant de pervers, tandis que Gio ne sait pas quoi faire. Il s'excuse avec un visage embarrassé, gagnant l'affection des filles. Elle suppose qu'il est peut-être une sorte de première année à cause de ses vêtements, voire un nouvel élève, mais il s'excuse d'avoir interrompu un enregistrement. De manière hilarante, les filles lui proposent même de se joindre à elle, mais il refuse. La meneuse du groupe lui demande son Instagram. C'est la première fois que Minjong fait des avances à un mec, donc c'est choquant. Cette même fille a 100 000 abonnés, c'est donc une véritable influenceuse. En réalité, Minjong veut utiliser ce garçon comme appât à like car il est mignon, et elle se croit si supérieure que personne ne lui refuserait jamais rien, sauf que Gio la refuse, déclarant qu'il n'est pas intéressé, anéantissant l'ego de la garce en quelques secondes. Il baisse la tête en signe d'excuse pendant que Minjong et ses amis digèrent le choc de son rejet, et je vous le dis, cette fille est sur le point d'exploser. Le gars prend simplement son chien, ignore son baratin,
ne se souciant que de la sécurité de Beignet. À ce moment-là, un voyou aux cheveux rouges arrive, se demandant d'où vient ce nouveau. Tagu a le béguin pour Minjong, et ses potes pensent tous que ce gamin timide utilise délibérément son chiot pour lui parler. Il est furieux, incapable d'accepter que quelqu'un chasse sur ses terres. Alors Tagu attrape le ballon et décide de le frapper à pleine vitesse pour lui donner une leçon. Le ballon est frappé et file droit sur notre garçon qui ne sait même pas d'où il vient. Gio y jette un coup d'œil désinvolte sans bouger, alors le ballon lui fracasse littéralement le visage avec un recul total, rebondissant vers le haut. Les filles regardent pour voir comment il va, réalisant que Gio saigne de partout. Jouant les innocents et les mignons, Tagu prétend que ce n'était qu'un accident, tandis que Minjong le gronde pour l'avoir presque touché avec. Ce qui énerve vraiment notre garçon n'est pas le fait de s'être pris le ballon en pleine face, mais que son chiot a failli être blessé. Le même chiot a l'air de vouloir dévorer un léviathan à l'instant. Tagu rit. Le grand parleur essaie de rabaisser notre garçon, mais réalise soudain que son béguin le regarde. Alors il gère la situation diplomatiquement, agissant avec prétention comme s'il se souciait de l'état de Gio. Notre garçon laisse simplement ce gars scène tirer avec un avertissement parce qu'il a menacé la sécurité d'un animal. Mais parce que Tagu s'est excusé, il accepte la situation et s'en va. Tagu aurait pu laisser tomber l'affaire vu comment elle s'est résolue, mais ce type a un balai dans le cul pour une raison quelconque. Pendant ce temps, notre garçon est simplement heureux de ne pas avoir perdu son cher chiot dans l'aventure. Et grâce à l'aventure d'aujourd'hui, il a même pu voir à quoi ressemble une école. Sa seule impression est que l'environnement a l'air amusant, et il se demande s'il pourrait lui aussi s'inscrire et se faire des amis ici. À ce moment-là, Tagu arrive, envahissant l'espace de Gio et agissant comme s'il était là pour d'autres excuses. Pour se faire pardonner, le voyou propose d'offrir du pain à notre garçon, ce qui est une offre étrange pour Gio qui pense à plusieurs solutions sucrées. Le gars est si naïf et excité qu'il accepte l'offre, tandis que Tagu accepte même d'acheter de la nourriture pour le chiot aussi. Mais à la seconde où il tourne au coin d'une rue, cet enfoiré fait un croche-pied à Gio comme une mauviette. Maintenant, il a le gamin là où il le veut, avec tous ces sbires qui se moquent de lui pour sa naïveté. Ils sont une douzaine, et leur plan est de faire goûter au gamin de vrais coups de poing. Tagu rit avec ses amis harceleurs en traitant Gio de mauviette, se moquant de lui pour être si gentil et stupide. Puis il se tourne directement vers Gio, lui demandant pourquoi il fait l'ignorant et prétend ne pas savoir ce qui se passe. Notre héros est sincèrement confus et demande de quoi Tagu peut bien parler. Il insiste sur le fait qu'il n'a joué aucun rôle ou fait semblant, car le garçon ne sait vraiment pas ce qu'il a fait de mal. C'est alors que Tagu en vient enfin au fait. Il exige de savoir pourquoi notre héros a dragué sa prétendante, Minjong. Sa voix s'élève, et il se rapproche, le menaçant, disant que Gio ressemble au genre de type qui pleurerait et s'enfuirait en rampant après une seule baffe. Il ricane et demande d'où vient cette soudaine fausse bravade, car à présent il n'a rien à dire. Puis les menaces continuent de pleuvoir pendant que Gio écoute Tagu lui expliquer comment il va le démolir. Il le jure, mais Gio est l'incarnation du mec cool alors qu'il reste là, impassible. Pendant ce temps, les autres brutes agissent comme des apprentis gangsters, encerclant la scène et riant de tout l'échange. Ils disent à Tagu de ne pas y aller si fort avec le nouveau, car il est si maigrichon qu'un bon coup de pied pourrait l'envoyer à l'hôpital. Ils entraînent même le chien de notre héros dans leur moquerie, blaguant que ramener un chien à l'école est une vieille astuce pour impressionner les filles, qualifiant ça d'étrange et de super gênant. Pourtant, rien de tout cela ne calme Tagu. Au contraire, ça ne fait qu'attiser sa colère. Il continue de réprimander notre héros, l'accablant d'accusation après accusation. Gio, réalisant lentement à quel point il a été stupide, se frappe le front, incrédule. Il avait vraiment cru que Tagu l'avait appelé pour traîner ensemble. Il avait cru, pendant un bref et naïf instant, que l'invitation était sincère. Au lieu de ça, c'est juste un coup monté pour une bagarre stupide. Pourtant, notre héros est plus malin que Tagu et sa bravade de tête brûlée. Il refuse de mordre à l'hameçon. Essayant de garder son calme, il dit à Tagu que si sa présence le met si mal à l'aise, alors il partira. Il n'est pas prêt pour ce genre de confrontation, et il refuse de jouer le jeu du combat de coq tordu que Tagu essaie de monter. Au moment où Gio s'apprête à partir, une des brutes se met devant lui et lui bloque le chemin, ricanant qu'il a le culot de s'en aller comme si de rien n'était. Cette fois, cependant, la voix de Gio est ferme. Il dit au garçon de s'écarter du chemin car il effraie son précieux chiot, Frité. Même le petit Frité a l'air en colère. Irrité, la brute lève la main pour gifler notre héros, traitant Frité de bâtard, tout comme Gio, simplement parce que le pauvre chiot ose lui aboyer dessus. Mais avant même que sa main puisse le toucher, notre héros bouge. La seconde d'après, son poing percute de plein fouet le visage de la brute, l'envoyant voler en arrière comme une balle de baseball après un home run. Il atterrit lourdement sur le sol, étalé de tout son long et sonné. Pendant un instant, tout le monde reste bouche bée. Ils sont perplexes, presque offensés par ce qu'ils voient. Pourquoi leur soi-disant beau gosse est-il par terre, gémissant de douleur? Puis ils réalisent tous en même temps que ce gamin maigrichon a osé lever la main sur leur ami et l'a envoyé valser. En colère, ils foncent sur Gio, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Gio n'est pas sanguinaire, mais il se défendra toujours. Quelque chose de féroce s'allume en lui, et en quelques secondes, il se déplace à une vitesse stupéfiante. Il enchaîne les coups de poing, et les corps tombent comme des mouches dans la ruelle. Et pendant tout ce temps,
Frité reste blotti en sécurité dans le bras de notre héros, protégé et étonnamment calme. Finalement, notre héros se tient devant Tégu. Alors qu'il s'apprête à le frapper au visage, il dévie son coup à la dernière seconde et l'enfonce dans le mur à côté de lui. L'impact fait craquer bruyamment le mur. Notre héros abaisse son poing et dit humblement à Tégu qu'il leur avait demandé d'arrêter parce qu'il effrayait son petit chiot. La vue du mur fissuré suffit. Les brutes restantes pâlissent et commencent à reculer avant de tourner les talons et de s'enfuir. Même le tout-puissant Tégu, qui piquait une crise de colère il y a quelques minutes, reste maintenant sans voix. Si un mur peut se fissurer comme ça, alors si le coup de Gio l'avait atteint, sa tête aurait été écrasée comme un bonbon. La prise de conscience le frappe de plein fouet, il cesse d'attaquer à la mauvaise personne. Les larmes se mêlent au reniflement alors qu'il s'incline soudainement devant notre héros, s'excusant à plusieurs reprises. Désespéré, il sort son téléphone et montre à Gio une photo de son propre chiot. Il insiste sur le fait qu'il n'allait pas frapper le chien, qu'il est aussi propriétaire d'un chien et ne ferait jamais de mal à un précieux petit animal. Il fait défiler les photos pour montrer à quel point son chiot est mignon, scène servant pour implorer sa pitié. Notre héros, aussi naïf qu'un enfant de 7 ans, regarde les photos et trouve le chien vraiment adorable. Puisque Tégu est aussi propriétaire d'un chien, il n'est peut-être pas complètement mauvais après tout. Gio ne dit rien, mais une autre idée lui vient à l'esprit. Il a utilisé plus de force que prévu, et maintenant il a soudainement très faim. Il n'a rien mangé de la journée, et ce vide commence à le travailler. Tégu, incapable de comprendre ce changement, suppose que Gio fait semblant de leur pardonner juste pour obtenir à manger. Pendant ce temps, Keiji est assise dans sa classe, étudiant tranquillement, ignorant totalement que son nouvel ami sème le chaos dans l'école. Pour l'instant, ce ne sont pas ses oignons. À la cafétéria, Tégu fait entrer précipitamment notre héros et lui achète une montagne de snacks. À la vue de la nourriture, Gio a Léo à la bouche, et même le petit Frité s'anime avec excitation devant tant de friandises. Tégu regarde notre héros et Frité dévorer les snacks, se disant qu'il est fou, d'une force folle, mais qu'il agit comme un vrai loser. Il marmonne que ce n'est pas étonnant qu'il ne puisse pas supporter un type comme lui. Tout à l'heure, d'un seul coup de poing, Gio a littéralement envoyé quelqu'un voler. Tégu se demande si notre héros est une sorte de boxeur ou d'athlète, mais même si c'était le cas, fissurer un mur comme ça est impossible. Il n'a jamais rien vu de tel de sa vie. Convaincu d'avoir besoin de renfort, il prend son téléphone et appelle son frère, Yoon Se-hul, un gangster de 20 ans qui joue au poker avec ses amis. Il demande de l'aide, expliquant qu'il est foutu parce qu'un type sorti de nulle part l'a tabassé. Yoon Se-hul n'est pas enchanté d'aider Tégu à tabasser un inconnu, mais Tégu soutient que Gio est très fort et le supplie de sauver son honneur pour cette fois. Un autre membre du gang demande de qui il parle, et Yoon Se-hul se moque de Tégu, mais comme il s'ennuie, ils acceptent d'aider. Yoon Se-hul lui dit qu'il passera plus tard et que Tégu doit le ramener notre héros. Tégu raccroche, souriant d'un air suffisant, pensant que Gio est déjà un homme mort. Mais l'instant d'après, notre héros s'approche et lui offre de sa nourriture, disant qu'il se sentait seul en mangeant et qu'il voulait partager. Tégu refuse, disant qu'il a tout acheté pour Gio, lui proposant même de lui en prendre plus. Gio le partage alors avec Frité, et Tégu se demande, comment ce loser peut-il être si fort? Il remarque la main de notre héros et réalise que lorsqu'il a frappé le mur, son poignet était blessé, mais maintenant, il est en parfait état. Il commence à faire le lien, se souvenant d'une vidéo en ligne sur les mutants cardiaques, qui sont de toute forme et taille, représentant moins de 0,001% de la population, mais incroyablement forts. Discrètement, Tégu demande directement à Gio s'il est un mutant cardiaque. Notre héros bafouille en essayant de nier, mais il est si mauvais menteur que c'en est évident. Tégu blêmit. Il n'a jamais rencontré de mutant cardiaque, et notre héros a l'air d'une personne normale. Inquiet du danger que Gio pourrait représenter, Tégu rappelle Yoon Se-hul. Quand il l'informe que Gio est un mutant cardiaque, l'autre ne croit pas sa chance. Tout le monde est sur le qui-vive. Tégu chuchote au téléphone que c'est dangereux et qu'il devrait annuler, mais Yoon Se-hul refuse, disant que c'est une occasion encore meilleure et qu'ils s'occuperont de notre héros. Tégu accepte, mais notre héros l'interrompt, disant qu'il a fini de manger et que Tégu devrait rentrer chez lui. Tégu rétorque qu'il reste encore du temps avant la fin de la pause déjeuner, et qu'il devrait faire quelque chose, sécher les cours et traîner. Il emmène Gio à la salle d'arcade. En voyant les jeux lumineux et le sol brillant, Gio ne peut contenir son excitation. Même Tégu est perplexe. C'est la première fois de Gio dans une salle d'arcade, et il admet timidement qu'il ignorait l'existence de tels endroits. Tous les merveilles. Même une simple machine à grappin lui semble être la 8e merveille du monde. Gio remarque que la machine contient la même poupée Labubu que celle qu'il a vue plus tôt sur le sac de Yeji. Tégu est perplexe. Si Gio ne connaît même pas les Labubu, qu'est-ce ce qu'il a bien pu faire de sa vie? Tégu propose de mettre de l'argent pour que notre héros puisse essayer. Mais notre héros est nul au jeu du grappin, alors Tégu prend le relais et gagne le Labubu. Gio est aux anges. Maintenant, il a la même poupée que Yeji. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que Tégu manœuvre discrètement, l'occupant jusqu'à l'arrivée des gangsters. Tégu leur suggère d'aller dans une salle de karaoké. Il dit à notre héros de choisir une chanson et de chanter. Gio dit qu'il ne connaît aucune chanson, mais Tégu insiste sur le fait qu'il doit bien en connaître une. Gio se met à chanter la seule chanson qu'il connaît, une comptine,
mais avec une telle passion que San est presque adorable. Tagu ne revient pas qu'un adulte chante une chanson pour enfants et se demande si notre héros fait semblant. Gio explique que c'est littéralement la seule chanson qu'il connaît, apprise de sa mère avant qu'il ne soit séparé quand il avait 7 ans. Depuis, il n'a pas eu une vie normale et ne connaît rien à la culture populaire. Tagu est triste d'entendre ça, réalisant que Gio n'a pas pu avoir une vie normale et suspectant que quelque chose de plus grave se cache derrière. Il devient ému et lui propose de l'argent, disant que puisque notre héros n'a pas pu vivre normalement, il lui apprendra à vivre comme un adolescent. Ils enchaînent différents jeux, jouent de la batterie, à des jeux vidéo, et même dansent. Comme on pouvait s'y attendre, notre héros est nul à tout. Au bout d'un moment, il quitte la salle d'arcade, Tagu étant essoufflé de s'être autant amusé. Il avoue ne s'être jamais autant amusé de sa vie. Il regarde son téléphone et voit un appel de son frère, Yoon Se-hul, réalisant que le temps a passé et qu'il a oublié la tâche qu'on lui avait confiée. Il regarde les photos du photomaton avec Geo et Frité, pensant qu'il est un idiot de les avoir prises avec l'ennemi, mais la naïveté de Geo fait basculer quelque chose dans son cœur. Il se rend seul dans la ruelle, sans amener notre héros comme promis. Il s'excuse auprès de Yoon Se-hul, disant qu'il s'est trompé et que notre héros n'est en fait pas un mutant. Les gangsters sont agacés, disant qu'il leur a fait perdre leur temps, mais Tagu persiste. Au fond de lui, il sait que ses actions ne sont pas seulement pour le chien, mais à cause de Gio et de sa personnalité. Il a demandé à Gio si le chien était sa seule famille, et il a réalisé que c'était le cas. Tagu est désolé mais comprend que son propre chiot est toute sa vie, et qu'il ferait n'importe quoi pour lui. Il avoue que plus tôt, quand des amis ont essayé de s'en prendre à Frité, il s'est presque mis en colère aussi. Ce n'est pas seulement à propos du chiot, c'est à propos de notre héros et de sa relation avec son chien. Pendant que Tagu est là, un point vole vers son visage, le projetant au sol. Soudain, Yoon Se-hul le soulève par la tête, lui demandant où se trouve le mutant. Et cette fois, Yoon Se-hul n'a pas l'air d'être le frère de Tagu. Yoon Se-hul demande à Tagu s'il croit qu'il plaisante, mais tout ce à quoi Tagu peut penser est le précieux souvenir qu'il a récemment créé avec Geo. Yoon Se-hul continue de le réprimander, disant que tout le monde s'est rassemblé là-bas pour attraper un mutant, et qu'ils ne partiront pas tant qu'ils n'auront pas un mutant en leur possession. Il dit à Tagu de commencer à parler s'il veut sauver la face. Tagu persiste, insistant sur le fait que c'était vraiment un malentendu. Il explique qu'il a passé toute la journée avec notre héros, et que si Geo était vraiment un mutant du cœur, il aurait senti quelque chose de bizarre, mais il n'y avait rien du tout. Notre héros n'est qu'un loser qui n'arrive même pas à faire un bon score à la salle d'arcade et qui s'essouffle en jouant au foot. Tagu essaie de sourire en signe de gentillesse, admettant qu'il a fait perdre son temps à Yoon Se-hul par erreur, mais Yoon Se-hul n'est pas content. Yoon Se-hul prend alors Tagu dans ses bras, s'excusant et lui demandant s'il est fâché qu'il lui ait crié dessus et les frappé. Avant que Tagu puisse répondre, Yoon Se-hul souligne que son visage trahit son mensonge et exige de savoir pourquoi il a changé son histoire à la dernière minute. Yoon Se-hul continue, disant que le mutant n'est pas ce que Tagu pense. Ils n'ont pas l'air effrayants, mais ils ne sont pas comme les humains. Ils sont dangereux, capables de rendre le monde très périlleux. Tagu devrait simplement révéler la vérité pour qu'ils puissent tous partir. Yoon Se-hul soutient même que si Tagu s'inquiète pour eux et qu'ils pourraient perdre face à un mutant, alors ils ne devraient pas agir imprudemment. Tagu refuse à nouveau comme un salaud têtu. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Yoon Se-hul dit que la récompense pour livrer le mutant au patron est de $500, ce qu'il trouve assez généreux. Yoon Se-hul explique que si Tagu livre le mutant, il recevra également la récompense. Il révèle qu'il a déjà trouvé un courtier qui s'occupe des mutants du cœur et que tout sera géré sans laisser de traces. Tagu réalise qu'il s'agit de trafic d'êtres humains. Récemment, des ravisseurs ont ciblé les mutants du cœur à travers le pays, et des rumeurs prétendent que des centres de recherche gouvernementaux les achètent contre de l'argent. Il avait pensé que ce n'était que des ragots, mais maintenant il le voit de ses propres yeux. Il ne peut pas laisser faire ça, alors il s'excuse à nouveau, insistant sur le fait que Gio n'est qu'un gars normal. Avant qu'il ne puisse finir, Yoon Se-hul lui donne un coup de pied, l'envoyant voler. Le coup lui fait mal aux poumons, rendant sa respiration difficile. Yoon Se-hul commence à le rouer de coups de pied, lui piétinant la tête encore et encore, l'écrasant, le forçant à parler. Les jambes de Tagu se raidissent, et la douleur le plonge directement dans un flashback. Il y a quelque temps, Tagu se faisait tabasser par des brutes comme ça jusqu'à ce qu'une voix forte leur crie d'arrêter. C'était Yoon Se-hul avec ses amis. À l'époque, ils n'étaient pas des gangsters, et ils ont empêché Tagu de se faire battre à mort. Tagu, encore un enfant, était heureux d'être sauvé mais se sentait humilié. Yoon Se-hul l'a réconforté, disant qu'ils sont dans le même gymnase, et qu'il protégera Tagu pour qu'il ne se fasse plus frapper par ces types. À l'époque, Yoon Se-hul semblait loyal, plutôt cool, et pas vraiment un bagarreur. Alors Tagu voulait être exactement comme lui. Mais maintenant, son propre mentor et ses amis le frappent à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une bouillie au sol. Yoon Se-hul reste insistant, affirmant que Tagu leur ment effrontément. Il commente que Tagu a de la loyauté, ce qui est plutôt classe, mais qu'elle est mal placée. Elle devrait lui appartenir. Il l'avertit que s'il pense vendre le mutant à un autre courtier, il pourrait obtenir 200 ou 3 cents au maximum, mais il sera directement en danger. Il fait signe à ses gangsters d'apporter une chaîne,
l'enroule autour de sa main, et dit qu'il va montrer à Tagu comment vivre comme un gangster. Cette fois, Tagu ne se retient pas, disant qu'ils ne sont pas du tout cool. Yoon Chul en a presque le souffle coupé, choqué. Même Tagu est confus de savoir pourquoi il provoque Yoon Chul. Yoon Chul, en colère, se prépare à frapper tandis que Tagu essaie de s'excuser à plusieurs reprises, insistant sur le fait qu'il a mal parlé. Mais juste au moment où Yoon Chul est sur le point de le frapper, une main puissante l'arrête. C'est notre héros. Il dit que si Yoon Cheol frappe quelqu'un avec des chaînes enroulées autour de sa main, cela causera une blessure massive. Tout le monde est confus, comment ce gamin bizarre ose-t-il arrêter leur patron? Même Tagu est abasourdi, se demandant comment diable notre héros a bien pu découvrir où ils étaient. Jio s'accroupit, disant qu'il est venu chercher Tagu parce qu'il mettait trop de temps à arriver. Tagu essaie de l'avertir de s'enfuir et avoue que c'est lui qui les a appelés pour le frapper, leur disant même que notre héros était un mutant du cœur. Jio est confus et lui demande pourquoi il ferait ça. Tagu répond qu'il était juste énervé parce que Jio l'avait frappé, qu'il voulait se venger, et il s'excuse. Mais notre héros s'en fiche. Jio lui demande pourquoi il les laisse le frapper avec des chaînes. Tout le monde est confus quand quelqu'un balance une batte de baseball sur Jio, ce qui le met en colère. La seconde d'après, tous les voyous commencent à le frapper avec leurs battes pendant que Frité aboie et que Tagu essaie de protéger notre héros. Un des types s'accroupit, demandant comment il a pu les interrompre. Mais la seconde d'après, Tagu absorbe tout le sang et frappe le voyou, l'envoyant voler. Tout le monde regarde Jio se relever des décombres, et Yoon Cheol ordonne à tous les membres de son gang d'attaquer. Notre héros est implacable, les frappant au visage, à la poitrine, aux jambes et à l'entrejambe, encaissant même quelques coups et ripostant 10 000 fois plus fort. Tout le monde est confus, se demandant comment il peut même être humain vu la façon dont il se bat. Yoon Cheol prend les choses en main et se précipite pour le poignarder, se moquant de lui pour avoir été poignardé au cœur. Il murmure en le poignardant à plusieurs reprises, s'attendant à ce que Jio meure, mais Jio attrape la dague dans sa main pour l'arrêter. Voyant que notre héros est toujours debout, Yoon Chul prend un peu peur, se demandant quel genre de cœur peut être poignardé et rester indemne. Notre héros connaît la réponse, mais dit qu'il n'a pas besoin de révéler ce secret. Il poignarde alors Yoon Chul à la jambe, lui causant une douleur immense. Pendant ce temps, tous les voyous s'enfuient, pensant qu'ils ne font pas le poids face à un mutant, mais Jio n'est pas prêt à laisser tomber. Maintenant qu'ils savent qu'il est un mutant, aucun d'entre eux ne s'échappera. Il les réduit tous en bouillie. Une fois qu'il a terminé, Tagu, également sauvagement battu, rampe vers lui, disant qu'il va appeler une ambulance. Jio le rassure en lui disant qu'il va bien. Tagu est confus, pensant à la façon dont notre héros a été poignardé, et s'excuse une fois de plus. Il lève le poing et se frappe à plusieurs reprises, se maudissant pour son erreur, admettant qu'il était prêt à vendre son ami juste pour se la jouer. Il avoue qu'il traînait tout le temps avec ces types, et qu'à l'époque, tout semblait normal d'une manière ou d'une autre. Il pensait que c'était ça, être cool. Mais maintenant, il se rend compte que tous ces hommes étaient dangereux et qu'il n'aurait pas dû les fréquenter. Soudain, Jio tend à Tagu un tissu pour essuyer son saignement de nez. C'est en fait une alaise pour Chio, mais Tagu s'en fiche et l'utilise quand même. Il marmonne que quelqu'un comme lui ne mérite même pas d'être appelé un ami. Notre héros se contente de sourire, disant qu'il est heureux que Tagu se considère comme un ami, et que cela lui suffit. En entendant cela, Jio touche une nouvelle fois le cœur de Tagu, et Tagu à son tour l'étreint. Il est clair pour Tagu que notre héros est vraiment le type génial dans toute cette histoire.